Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous et avec la reine Margot, puisque c'est ce roman d'Alexandre Dumas que je poursuis pour vous ce soir. Un roman qui date de 1847, écrit par le père des Trois Mousquetaires. Et il nous donne en fait une chronique passionnante sur le jeu de l'amour, de la politique et de la haine à Paris en 1572. Nous sommes ensemble au chapitre 2 de la Reine Margot. Nous avons fait la connaissance de certains personnages principaux tels que Henri, Marguerite, le duc de Guise. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de personnages, mais vous allez comprendre, j'espère, assez facilement avec ma lecture. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à réagir, #VBN. Je me ferai un plaisir de vous répondre juste après. Je vous souhaite une très agréable soirée avec moi. Il n'est pas encore tard, madame, et il a fallu au roi de Navarre le temps de congédier ses gentilshommes, et s'il n'est pas venu, il ne tardera pas à venir. Et moi je vous dis, s'écria Marguerite avec un dépit croissant, moi je vous dis qu'il ne viendra pas. Madame, s'écria Guillaume en ouvrant la porte et en soulevant la portière. Madame, le roi de Navarre sort de son appartement. Oh, je le savais bien moi qu'il viendrait, s'écria le duc de Guise. Henri, dit Marguerite d'une voix brève et en saisissant la main du duc. Henri, vous allez voir si je suis une femme de parole et si l'on peut compter sur ce que j'ai promis une fois. Henri, entrez dans ce cabinet. Madame, laissez-moi partir s'il en est temps encore, car songez qu'à la première marque d'amour qu'il vous donne, je sors de ce cabinet. Et alors là, malheur à lui. Vous êtes fou? Entrez, entrez, vous dis-je. Je réponds de tout. Et elle poussa le duc dans le cabinet. Il était temps. La porte était à peine fermée derrière le prince que le roi de Navarre, escorté de 2 pages, qui portaient 8 flambeaux de cire jaune sur 2 candélabres, apparut souriant sur le seuil de la chambre. Marguerite cacha son trouble en faisant une profonde révérence. « Vous n'êtes pas encore au lit, madame ?» demanda le Béarnais avec sa physionomie ouverte et joyeuse. « M'attendiez-vous par hasard ?»« Non, monsieur, répondit Marguerite, car hier encore vous m'avez dit que vous saviez bien que notre mariage était une alliance politique et que vous ne me contraindriez jamais. » À la bonne heure, mais ce n'est point une raison pour ne pas causer quelque peu ensemble. Guillaume, fermez la porte et laissez-nous. Marguerite, qui était assise, se leva et étendit la main comme pour ordonner aux pages de rester. « Faut-il que j'appelle vos femmes ?» demanda le roi. « Je le ferai si tel est votre désir, quoique je vous avoue que, pour les choses que j'ai à vous dire, j'aimerais mieux que nous fussions en tête-à-tête. » Et le roi de Navarre s'avança vers le cabinet. « Non !» s'écria Marguerite en s'élançant au-devant de lui avec impétuosité. « Non, c'est inutile. Et je suis prête à vous entendre. » Le Béarnais savait ce qu'il voulait savoir. Il jeta un regard rapide et profond vers le cabinet, comme s'il eût voulu, malgré la portière qui le voilait, pénétrer dans ses plus sombres profondeurs. Puis, ramenant ses regards sur sa belle épousée, pâle de terreur. « En ce cas, madame, dit-il d'une voix parfaitement calme, causons donc un instant. »« Comme il plaira à votre majesté, » dit la jeune femme en retombant plutôt qu'elle ne s'assit sur le siège que lui indiquait son mari. Le Béarnais se plaça près d'elle. « Madame, continua-t-il, quoi qu'en aient dit bien des gens, notre mariage est, je le pense, un bon mariage. Je suis bien à vous et vous êtes bien à moi. Mais, dit Marguerite effrayée, nous devons en conséquence, continua le roi de Navarre, sans paraître remarquer l'hésitation de Marguerite, agir l'un avec l'autre comme de bons alliés, puisque nous sommes aujourd'hui jurés alliance devant Dieu. N'est-ce pas ? » ?»« Sans doute, monsieur. Je sais, madame, combien votre pénétration est grande. Je sais combien le terrain de la cour est semé de dangereux abîmes. Or, je suis jeune et, quoique je n'ai jamais fait de mal à personne, j'ai bon nombre d'ennemis. Dans quel camp, madame, dois-je ranger celle qui porte mon nom ?
et qui m'a juré affection au pied de l'autel. Oh, monsieur, pourriez-vous penser? Je ne pense rien, madame, j'espère, et je veux m'assurer que mon espérance est fondée. Il est certain que notre mariage n'est qu'un prétexte ou qu'un piège. Marguerite tressaillit, car peut-être aussi cette pensée s'était-elle présentée à son esprit. Maintenant, lequel des deux? Continua Henri de Navarre. Le roi me hait, le duc d'Anjou me hait, le duc d'Alençon me hait, Catherine de Médicis haïssait trop ma mère pour ne point me haïr. Oh, monsieur, que dites-vous? La vérité, madame, reprit le roi. Et je voudrais, afin qu'on ne crût pas que je suis dupe de l'assassinat de monsieur de Mouy et de l'empoisonnement de ma mère, je voudrais qu'il y eût ici quelqu'un qui pût m'entendre. Oh, monsieur, dit vivement Marguerite, et de l'air le plus calme et le plus souriant qu'elle put prendre, vous savez bien qu'il n'y a ici que vous et moi. Et voilà, justement, ce qui fait que je m'abandonne, voilà ce qui fait que j'ose vous dire que je ne suis dupe ni des caresses que me fait la maison de France, ni de celles que me fait la maison de Lorraine. « Sire, sire !» s'écria Marguerite. « Eh bien, qu'y a-t-il, mamie ?» demanda Henri, souriant à son tour. « Il y a, monsieur, que de pareils discours sont bien dangereux. Non pas qu'on est en tête-à-tête, reprit le roi. Je vous disais donc. » Marguerite était visiblement au supplice. Elle eût voulu arrêter chaque parole sur les lèvres du Béarnais. Mais Henri continua avec son apparente bonhomie. « Je vous disais donc que j'étais menacée de tous côtés. Menacée par le roi, menacée par le duc d'Alençon, menacée par le duc d'Anjou, menacée par la reine-mère, menacée par le duc de Guise, par le duc de Mayenne, par le cardinal de Lorraine, menacée par tout le monde, enfin. On sent cela instinctivement, vous le savez, madame. Eh bien, contre ces menaces qui ne peuvent tarder de devenir des attaques, je puis me défendre avec votre secours, car vous êtes aimé, vous, de toutes les personnes qui me détestent. » « Moi ?» dit Marguerite. « Oui, vous, » reprit Henri de Navarre, avec une bonhomie parfaite. « Oui, vous êtes aimé du roi Charles. Vous êtes aimé, il appuya le mot, du duc d'Alençon. Vous êtes aimé de la reine Catherine. Enfin, vous êtes aimé du duc de Guise. »« Monsieur, » murmura Marguerite. « Eh bien, qu'y a-t-il donc d'étonnant que tout le monde vous aime ? Ceux que je viens de vous nommer sont vos frères ou vos parents. Aimer ses parents ou ses frères, c'est vivre selon le cœur de Dieu. Mais enfin, reprit Marguerite oppressée, où voulez-vous en venir, monsieur ? J'en veux venir à ce que je vous ai dit. C'est que si vous vous faites, je ne dirai pas mon ami, mais mon allié, je puis tout braver. Tandis qu'au contraire, si vous vous faites mon ennemi, je suis perdue. Oh, votre ennemi, mais jamais, monsieur, s'écria Marguerite. Mais mon ami, jamais non plus? Peut-être, et mon allié, certainement. Et Marguerite se retourna et tendit la main au roi. Henri la prit, la baisa galamment, et la gardant dans les siennes, bien plus dans un désir d'investigation que par un sentiment de tendresse. « Eh bien, je vous crois, madame, dit-il, et vous accepte pour allié. Ainsi, donc on nous a mariés sans que nous nous connussions, sans que nous nous aimassions, on nous a mariés sans nous consulter. Non, nous qu'on mariait, nous ne nous devons donc rien comme mari et femme. Vous voyez, madame, que je vais au-devant de vos vœux et que je vous confirme ce soir ce que je vous disais hier. Mais nous nous allions librement, sans que personne nous y force. Nous nous allions comme deux cœurs loyaux qui se doivent protection mutuelle et s'allient. C'est bien comme cela que vous l'entendez. »« Oui, monsieur, » dit Marguerite en essayant de retirer sa main. « Eh bien, » continua le Béarnais, les yeux toujours fixés sur la porte du cabinet, comme la première preuve d'une alliance franche et la confiance la plus absolue. « Je vais, madame, vous raconter dans ses détails les plus secrets le plan que j'ai formé à l'effet de combattre victorieusement toutes ces inimitiés. »« Monsieur, » murmura Marguerite en tournant à son tour,
et malgré elle, les yeux vers le cabinet, tandis que le Bernet, voyant sa ruse réussir, souriait dans sa barbe. « Voici donc ce que je vais faire, » continua-t-il, sans paraître remarquer le trouble de la jeune femme. « Je vais... »« Monsieur !» s'écria Marguerite en se levant vivement et en saisissant le roi par le bras. « Permettez que je respire, l'émotion, la chaleur, j'étouffe !» En effet, Marguerite était pâle et tremblante, comme si elle allait se laisser choir sur le tapis. Henri marcha droit à une fenêtre située à bonne distance et l'ouvrit. Cette fenêtre donnait sur la rivière. Marguerite le suivit. « Silence, silence, sire, par pitié !»« Et madame ?» fit le Bernet en souriant à sa manière. « Ne m'avez-vous pas dit que nous étions seuls ?»« Oui, monsieur, mais n'avez-vous pas entendu dire qu'à l'aide d'une sarbacane introduite à travers un plafond ou à travers un mur, on peut tout entendre ?»« Bien, madame, bien, dit vivement et tout bas le Bernet. Vous ne m'aimez pas, c'est vrai, mais vous êtes une honnête femme. Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que si vous étiez capable de me trahir, vous m'eussiez laissé continuer, puisque je me trahissais tout seul. Vous m'avez arrêté. Je sais maintenant que quelqu'un est caché ici, que vous êtes une épouse infidèle, mais une fidèle alliée. Et dans ce moment-ci, ajouta le Bernet en souriant, j'ai plus besoin, je l'avoue, de fidélité en politique qu'en amour. Sire, murmura Marguerite confuse. Bon, nous parlerons de tout ça plus tard, hein, dit Henri, quand nous nous connaîtrons mieux. Puis, haussant la voix. Eh bien, continua-t-il, respirez-vous plus librement à cette heure, madame? Oui, sire, oui, murmura Marguerite. En ce cas, reprit le Bernet, je ne veux pas vous importuner plus longtemps. Je vous devais mes respects et quelques avances de bonne amitié. Veuillez les accepter comme je vous les offre de tout mon cœur. Reposez-vous donc et bonne nuit. Marguerite leva sur son mari un œil brillant de reconnaissance et à son tour lui tendit la main. « C'est convenu, dit-elle. »« Alliance politique franche et loyale ?» demanda Henri. « Franche et loyale, » répondit la reine. Alors le Bernet marcha vers la porte, attirant du regard Marguerite comme fascinée. Puis, lorsque la portière fut retombée entre eux et la chambre à coucher, « Merci, Marguerite, dit vivement Henri à voix basse, merci. Vous êtes une vraie fille de France, je pars tranquille. À défaut de votre amour, votre amitié ne me fera pas défaut. Je compte sur vous, comme de votre côté, vous pouvez compter sur moi. Adieu, madame. » Et Henri baisa la main de sa femme en la pressant doucement. Puis d'un pas agile, il retourna chez lui en lui disant tout bas dans le corridor. « Qui diable est chez elle? Est-ce le roi? Est-ce le duc d'Anjou? Est-ce le duc d'Alençon? Est-ce le duc de Guise? Est-ce un frère, un amant? Est-ce l'un et l'autre? En vérité, je suis presque fâchée d'avoir demandé maintenant ce rendez-vous à la baronne. Mais puisque je lui ai engagé ma parole et que Dariole m'attend, n'importe, elle perdra un peu. J'en ai peur. Est-ce que j'ai passé par la chambre à coucher de ma femme pour aller chez elle, car, ventre saint gris, cette Margot, comme l'appelle mon beau-frère Charles IX, est une adorable créature. » Et d'un pas dans lequel se trahissait une légère hésitation, Henri de Navarre monta l'escalier qui conduisait à l'appartement de Madame de Sauve. Marguerite l'avait suivi des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu, et alors elle était rentrée dans sa chambre. Elle trouva le duc à la porte du cabinet. Cette vue lui inspira presque un remords. De son côté, le duc était grave et son sourcil froncé dénonçait une amère préoccupation. « Marguerite est neutre aujourd'hui, dit-il. Marguerite sera hostile dans 8 jours. »« Ah, vous avez écouté, dit Marguerite. Que vouliez-vous que je fisse dans ce cabinet? Et vous trouvez que je me suis conduite autrement que devait se conduire la reine de Navarre? Non, mais autrement que devait se conduire la maîtresse du duc de Guise. »« Monsieur, répondit la reine, je puis ne pas aimer mon mari, mais personne n'a le droit d'exiger de moi que je le trahisse. De bonne foi, trahiriez-vous le secret de la princesse de Porcian, votre femme? Allons, allons, madame, dit le duc en secouant la tête.
C'est bien. Je vois que vous ne m'aimiez plus comme aux autres jours où vous me racontiez ce que tramait le roi contre moi et les miens. Le roi était le fort et vous étiez les faibles. Henri est le faible et vous êtes les forts. Je joue toujours le même rôle, vous le voyez bien. Seulement, vous passez d'un camp à l'autre. C'est un droit que j'ai acquis, monsieur, en vous sauvant la vie. Bien, madame. Et comme quand on se sépare, on se rend entre amants, tout ce qu'on s'est donné, je vous sauverai la vie à mon tour, si l'occasion s'en présente, et nous serons quittes. Et sur ce, le duc s'inclina et sortit sans que Marguerite fît un geste pour le retenir. Dans l'antichambre, il trouva Guillaume, qui le conduisit jusqu'à la fenêtre du rez-de-chaussée, et dans les fossés son page avec lequel il retourna à l'hôtel de Guise. Pendant ce temps, Marguerite, rêveuse, alla se placer à sa fenêtre. « Quelle nuit de noces !» murmura-t-elle. « L'époux me fuit et l'amant me quitte. » En ce moment, passa de l'autre côté du fossé, venant de la tour du bois et remontant vers le moulin de la Monnaie, un écolier, le poing sur la hanche et chantant. « Pourquoi donc, quand je veux, ou mordre tes beaux cheveux, ou baiser ta bouche aimée, ou toucher à ton beau sein, contrefais-tu la nos mains, dedans un cloître enfermé? Pour qui gardes-tu tes yeux et ton sein délicieux, ton front, ta lèvre jumelle? En veux-tu baiser Pluton, là-bas, après que Charon t'aura mise en sa nacelle? Après ton dernier trépas, belle, tu n'auras là-bas qu'une bouchette blêmie, et quand mort je te verrai, aux ombres je n'avouerai que jadis tu fus mamie. Donc, tandis que tu vis, change, maîtresse d'avis, et ne m'épargne ta bouche, car au jour où tu mourras, lors tu te repentiras de m'avoir été farouche. Marguerite écouta cette chanson en souriant, avec mélancolie. Puis, lorsque la voix de l'écolier se fut perdue dans le lointain, elle referma la fenêtre et appela Guillaume pour l'aider à se mettre au lit. Chapitre 3. Un roi poète. Le lendemain et les jours qui suivirent se passèrent en fêtes, ballets et tournois. La même fusion continuait de s'opérer entre les deux parties. C'étaient des caresses et des attendrissements à faire perdre la tête aux plus enragés huguenots. On avait vu le père Coton dîner et faire débauche avec le baron de Courtomère. Le duc de Guise remontait la Seine en bateau de symphonie avec le prince de Condé. Le roi Charles paraissait avoir fait divorce avec sa mélancolie habituelle et ne pouvait plus se passer de son beau-frère Henri. Enfin, la reine-mère était si joyeuse et si occupée de broderies, de joyaux et de panaches qu'elle en perdait le sommeil. Les Huguenots, quelque peu amollis par cette capoue nouvelle, commençaient à revêtir les pourpoints de soie, à arborer les devises et à parader devant certains balcons, comme s'ils eussent été catholiques. De tous côtés, c'était une réaction en faveur de la religion réformée, à croire que toute la cour allait se faire protestane. L'amiral lui-même, malgré son expérience, y était laissé prendre comme les autres. Et il en avait la tête tellement montée qu'un soir, il avait oublié pendant 2 heures de mâcher son cure-dent, occupation à laquelle il se livrait d'ordinaire depuis 2 heures de l'après-midi, moment où son dîner finissait, jusqu'à 8 heures du soir, moment auquel il se remettait à table pour souper. Le soir où l'amiral s'était laissé aller à cet incroyable oubli de ses habitudes, le roi Charles IX avait invité à goûter avec lui en petit comité Henri de Navarre et le duc de Guise. Puis, la collation terminée, il avait passé avec eux dans sa chambre, et là, il leur expliquait l'ingénieux mécanisme d'un piège à loup qu'il avait inventé lui-même, lorsque, s'interrompant tout à coup, « Monsieur l'amiral ne vient-il donc pas ce soir ?» demanda-t-il. « Qui l'a aperçu aujourd'hui et qui peut me donner de ses nouvelles ?»« Moi, » dit le roi de Navarre, « et au cas où votre majesté serait inquiète de sa santé, je pourrais la rassurer, car je l'ai vu ce matin à 6 heures et ce soir à 7.
Ah, fit le roi, dont les yeux un instant distraits se reposèrent avec curiosité perçante sur son bon frère. Vous êtes bien matinaux, Henriot, pour un jeune marié. Oui, sire, répondit le roi de Berne. Je voulais savoir de l'amiral qui sait tout, si quelques gentilshommes, que j'attends encore, ne sont point en route pour venir. Des gentilshommes encore, vous en aviez 800 le jour de vos noces, et tous les jours il en arrive de nouveaux. Voulez-vous donc nous envahir ? Dit Charles IX en riant. Le duc de Guise fronça le sourcil. Sire, répliqua le Béarnais, on parle d'une entreprise sur les Flandres, et je réunis autour de moi tous ceux de mon pays et des environs que je crois pouvoir être utiles à votre majesté. Le duc, se rappelant le projet dont le Béarnais avait parlé à Marguerite le jour de ses noces, écouta plus attentivement. « Bon, bon, répondit le roi avec son sourire fauve. Plus il y en aura et plus nous serons contents. Amenez, amenez Henri. Mais qui sont ces gentilshommes? Des vaillants, j'espère. J'ignore, sire, si mes gentilshommes voudront jamais ceux de votre majesté, ceux de monsieur le duc d'Anjou ou ceux de monsieur de Guise, mais je les connais et sais qu'ils feront de leur mieux. En attendez-vous beaucoup? 10 ou 12 encore. Vous les appelez? Sire, leur nom m'échappe et, à l'exception de l'un d'eux qui m'est recommandé par Téligny, comme un gentilhomme accompli et qui s'appelle de la Mole, je ne saurais dire. De la Mole? N'est-ce point un Lérac de la Mole? Reprit le roi, fort versé dans la science généalogique, un provençal? Précisément, sire. Comme vous voyez, je recrute jusqu'en Provence. Et moi, dit le duc de Guise avec un sourire moqueur, je vais plus loin encore que Sa Majesté le roi de Navarre, car je vais chercher jusqu'en Piémont tous les catholiques sûrs que j'y puis trouver. Catholique ou huguenot, interrompit le roi, peu m'importe, pourvu qu'ils soient vaillants. Le roi, pour dire ces paroles, qui dans son esprit mêlait huguenots et catholiques, avait pris une mine si indifférente que le duc de Guise en fut étonné lui-même. « Votre Majesté s'occupe de nos Flamands ?» dit l'amiral, à qui le roi, depuis quelques jours, avait accordé la faveur d'entrer chez lui, sans être annoncé, et qui venait d'entendre les dernières paroles du roi. « Ah, voici mon père l'amiral !» s'écria Charles IX en ouvrant les bras. « On parle de guerre, de gentilhomme, de vaillant, et il arrive ce que c'est que l'amant. Le fer s'y tourne. Mon beau-frère de Navarre et mon cousin de Guise attendent des renforts pour votre armée. Voilà ce dont il était question. »« Et ces renforts arrivent, » dit l'amiral. « Avez-vous eu des nouvelles, monsieur ?» demanda le Béarnais. « Oui, mon fils, et particulièrement de monsieur de la Mole, il était hier à Orléans et sera demain ou après-demain à Paris. » Et nous poursuivrons cette lecture dès notre prochain voyage. Merci à tous d'avoir été avec moi et la reine Margot d'Alexandre Dumas pour cette lecture du XVIe siècle. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. J'attends vos réactions avec le hashtag VBN. Et puis, pour ceux qui aiment le théâtre, sachez que je serai sur les planches très prochainement en tournée dans le sud de la France et puis en 2016 à Paris, dans un duo Tir au pigeon, écrit par Tom Trondel et interprété par lui-même et par moi-même. Je joue Clara, une manipulatrice, un peu méchante, mais quand même touchante. Je vous invite, façon de parler, je vous invite à vous rendre sur le site pour plus de renseignements. Merci à tous d'avoir été avec moi. Je vous embrasse et merci également à l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. Très belle journée à tous.